endroit, oui, tu peux appeler tous les services AWS et tu lances ta lambda et lui se connecte via le framework serverless. Alors, je connais pas SAM. Pour En émulation locale, donc alors, en émulation locale, tu n'émules pas les services AWS. Je sais que tu peux faire. Je connais que Dynamo que tu peux émuler en local. Mais après, généralement, tu as les services AWS qui sont déployés. Et des fois, ça suffit. Des fois, ça suffit pour en arriver limite je sais pas plus ou moins. Généralement, l'étape que nous on fait, c'est tu codes, tu testes unitairement parce que tu peux même aller assez loin dans les tests unitaires. Pour moi, les lambdas doivent être petites. Tu fais pas papa maman dedans. Ça reste très. Donc ça se fait facilement. C'est de tester un peu localement avec comment l'interaction et après déploie. Mais je pense que c'est la partie entre le localement qui pour l'instant, il y a des services qu'on arrive à bien interagir et d'autres c'est plus compliqué. ouais, parce qu'en fait, avec ce que tu me dis, en fait, la pertinence d'avoir une émulation locale, elle est assez relative parce que si ton code, en fait, tu arrives à le tester entièrement en moquant les actions avec les services extérieurs, tu peux direct ensuite déployer et là, tu auras une vraie certitude parce que tout ce qui est configuration, IAM, les missions, les setups, là, tu les auras, enfin, tu auras une vraie confirmation que ça fonctionne bien. Tout ce qui est droit, il faut déployer. Parce que localement, ça marche super bien. Vous déployez, il n'y a plus rien qui marche. Et il vous dit, vous n'avez accès à ça, à ça, à ça. Bon. Mais bon, ça, je pense que vous l'avez tous vu. Et localement, des fois, si tu veux t'abonner à une queue, bah, il faut passer le message dans le mode queue. Et donc, il faut passer un fichier JSON en serverless framework que tu passes à l'invoque. Et bah, après, ça marche nickel. Mais c'est une industrialisation qui est pas intuitive, de mon point de vue. C'est ça, par exemple, là, nous, actuellement, on a 4 environnements, donc la production, le staging et staging qui sont en termes de données relativement proches. Ensuite, on a le développement qui est vraiment un environnement d'intégration des devs entre eux, c'est entre les différentes équipes ou même au sein de l'équipe quand on veut livrer dessus en même temps et vérifier que ça fonctionne ensemble. Et après, la sandbox qui est vraiment un endroit encassable où là, on a prévu d'en faire une par équipe. En tout cas, les équipes ont besoin d'autonomie par rapport au développement. Les gens qui font que du front sont moins concernés. Ceux qui API, c'est plus embêtant, ils cassent l'API de leurs collègues parce qu'ils sont en train de développer. Je pense qu'il ne faut pas se freiner à créer des pour justement un bon équilibre entre son dit, comme à l'époque où on avait un serveur d'API et on faisait tourner code sur son serveur d'API. On utilisait même la base de données qui était sur la dev parce qu'on ne peut pas se faire tourner toujours une base de données Oracle en local. Mais donc voilà, c'est vraiment un équilibre entre l'environnement qui lui va gérer très bien toute la partie. Vous voulez tester de la partie synchrone, à pas le mettre sur un environnement AWS, c'est vrai que ça commence à être compliqué de le faire sur le host. Parce que derrière le Dynamo, l'émulation, je crois qu'il y a le stream. Donc si vous déclenchez des choses à un stream, ça va être que du test unitaire. Donc c'est que l'assemblage, il faut un environnement d'assemblage qui permet de vraiment travailler. Après que c'est un pour votre équipe de 40 personnes, ou un par tous les 5 personnes, ou un par personne, c'est plus une question de savoir si tout le monde se gérer son propre environnement, qui est quand même comme un poste de dev. À chaque fois que vous changez de dev, il y a bien une journée, voire une journée de reconfiguration. Là, c'est pareil. Si vous redéployez la terre à chaque fois qu'on veut faire, c'est un petit peu. Moi, je pense que une sandbox par équipe, c'est un bon. Donc pour entre 5 et personnes, c'est un bon compromis. Il ne faut pas hésiter à avoir. Encore une fois, vous êtes en phrase code. Finalement, changer d'environnement livré, c'est juste cliquer sur une autre branche et attendre que ça se déploie. Donc, j'ai envie de simple ton code, compliqué quand c'est les autres qu'on a envie de récupérer, de faire fonctionner parce que ça marche jamais exactement comme ça. Ça serait bien. C'est peut-être un jour. Je pense que, sauf s'il y a une dernière question, sinon on va profiter après donc enchaîner sur le deuxième témoignage retour client de Léon Gross avec Aurélien qui a réussi à arriver. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que juste aussi pour Twitch, 3 heures dans la voiture pour revenir témoigner ce soir. Donc motivation en 1 et en 2 sera bien récompensé juste après avec les boissons pizza. Désolé, on a mis le wifi, ça doit être mieux. On m'a dit que le retour était mieux, impeccable. Donc désolé pour la qualité ce premier run. Et bienvenue. Oui, on a même des gens qui accordent, magnifique. Du coup, on enchaîne avec le retour d'expérience de Léon. Je vais laisser la main au lien. Et de quoi, eh bien, on vous dit très vite
côté Twitch et on enchaînera pour des réponses autour de boissons et de pizza. Aurélien, the floor is yours, comme on dit. Merci. Bon, pour la caméra. D'accord. Et bonsoir tout le monde. Donc je suis là pour vous parler de ce qu'on a mis en place chez Leos en termes de serverless Bernap. Moi, chez Leos, je suis architecte cloud solution et avant ça, j'étais plutôt côté dev. Je vais vous dire deux petits de Léon Gross rapidement. Je vais vous rappeler quelques définitions, pour être sûr qu'on parle bien tous de la même chose. Et puis je vais parler de mon fil rouge, qui est une application qu'on avait développée avant de basculer dans Cloud AWS, comment elle fonctionnait avant, et puis comment elle a fonctionné une fois qu'on l'a migrée dans le Cloud AWS. On a parlé pas mal d'IAC là sur la donc là, un petit focus aussi sur l'IAC, c'est indispensable. Et puis on est satisfait de ce qu'on a fait, vous le verrez, je vous le dirai, mais on pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire pour améliorer ce qu'on met en place et aller loin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une EDI du bâtiment, donc entreprise de taille intermédiaire, environ un peu plus de 1000 collaborateurs, qui fait 505 millions de chiffres d'affaires, qui a été certifié Great Place to Work, etc., etc., et dont l'activité est centrée autour de trois pôles principaux. La première, c'est son cœur de métier historique, c'est autour de la construction, donc c'est la construction de bâtiments, c'est du travaux publics, c'est de la rénovation en CQP, etc. Un deuxième activité au travers de filiales et des solutions autour des énergies renouvelables, autour de traitement d'eau et d'air dans des centres aquatiques. Voilà, par exemple, quelques exemples. Et puis, le dernier pôle d'activité, c'est une activité liée à la promotion immobilière. Voilà pour Léon Gross. Donc, avant de rentrer au vif du sujet, ce soir, on parle de serverless Bernap. M'a paru important de rappeler ce que c'est que le serverless, ce que c'était que les Modern Apps. Certainement d'autres qui ont déjà été dites dans la première présentation, je suis arrivé un petit peu, désolé, il y a des redites. Du serverless, qu'est-ce que c'est? Le serverless, c'est un mode de développement qui est intrinsèquement lié sans cloud, il n'y a pas de serverless, puisque l'objectif, c'est une masse de développeurs, les serveurs, et puissent se concentrer sur leur code applicatif. Bon, on est bien d'accord, les serveurs ils sont toujours là, c'est le cloud provider, on a la charge. Il y a toujours des serveurs, mais le développeur ne le voit pas. Et du coup, une notion qui découle de ça, c'est que quand on parle de serverless, on parle de pay as go et donc de paiement à l'usage en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux payer pour ce que je consomme. Par exemple, je cite un site web, il n'y a pas de trafic de minuit et 4 du matin, j'ai envie que ça coûte 0 €. Le concept, c'est les Modern Apps. Modern Apps en tant que tel, simplement dire que c'est quelque chose qui est développé avec technique moderne. Donc en fait, les définitions changent tant, mais ça vise à satisfaire toujours les mêmes objectifs et notamment accélérer le time to market, réduire du coût et de robustesse, de l'échelle, simplifiée. Aujourd'hui, en 2020, quand on parle de Modern Apps, on parle forcément de DevOps et d'une approche microservice dans le développement des applications. Et du coup, tout naturellement, les termes s'accolent tout seuls et on parle de serverless Modern Apps parce que les deux notions se complètent. Alors, l'application dont je vais parler, qui va me servir donc de fil rouge sur cette présentation, c'est une application qui a été développée en interne par l'équipe de développement Gross et qui est, elle n'est pas aussi floue, c'est juste la capture des pourris. Elle est à destination des Léon Gross, c'est des gens qui travaillent sur l'entier. Donc c'est une application web, progressive, et son objectif c'est de permettre aux gens qui sont sur l'entier de compter des éléments de sécurité qui sont disposés sur l'entier. Ils arrivent avec leur téléphone mobile, ils flashent un code sur un élément de chantier et il y a une checklist qui vient s'ouvrir. Et voilà, donc sur les petites croix pour dire que oui, tout est bien conforme. Ça permet de la traçabilité notamment.
Donc, ce qui est un peu là-dedans, c'est que les gens sur chantier ne sont pas connectés au réseau Léon Gross, et donc cette application a besoin de rentrer dans le SI de Léon Gross Internet. Donc, c'est une application 3 tiers classique, avec une couche de passion qui est développée en Angular et qui est publiée au travers d'un serveur web Apache HTTP. Donc ça, c'est, je le rappelle, hein, c'est avant qu'on migre sur AWS. Ça manque au cas où vous auriez peut-être. Ce que j'ai pas dit, c'est peut-être le préciser, c'est qu'en fait, ça l'a fait début 2021. On avait décidé de partir au cloud AWS. Enfin, cette application-là, pardon, elle est faite en 2020. Voilà. Et on a migré au cloud AWS 2021. Couche de présentation Angular et du Apache HTTP. Ce monde communique avec la backend développé en Spring Boot, qui utilise un serveur d'application Tomcat. Tout ça, ça tourne dans un container Docker. Et pour la couche de persistance de données, on utilisait Microsoft SQL Server. C'est historique, en gros, on avait des bases SQL Server qui tournent aussi dans un container Docker. Comment? Ça fait un gros container. Du coup, pour faire tourner tout ça, on a besoin de quoi? On a besoin de serveurs. Et donc, on a une VM qui fait tourner le serveur web, une VM qui fait tourner le back et une VM pour faire tourner la base de données. Derrière, pour rentrer le SI en grosse, donc on est sur Internet, avec notre téléphone, chantier, on flash notre QR code, et c'est d'accéder au compte. Donc il y a une première couche d'authentification qui est portée par un composant F5 dont je ne saurais pas vous parler plus que ça, et Active Directory au travers de DFS, quantifier les connexions. Ensuite, on rentre dans un mini-réseau, une Z, dans lequel serveur web. Au niveau de... et ensuite, on va jusqu'à la base de données qui sont chacun émis dans des réseaux différents. Les appels, les API qui sont utilisés ici, c'est pas qu'ils sont authentifiés et on utilisait Kerberos pour l'authentification des API. Donc ça, c'est bien beau, mais on a décidé, donc je vous l'ai dit, on l'a déployé en 2020 et fin 2020, on a décidé donc de migrer vers le cloud AWS et on a choisi un nombre de workloads pilotes pour tester différentes choses expérimentées. Et cette application nous a paru être un candidat parce que on avait assez externe à gérer, était représentatif des applications qu'on développait en interne. Il y avait des notions d'authentification, de sécurité à tester. Donc dès 2021, on a lancé donc un projet de migration de cette application. On s'est fait aider, on l'a fait tout seul, on débute complètement sur le cloud AWS. On s'est fait aider un petit peu par Arnaud, un petit peu par une société de service qui s'appelle Edifiction. Et donc, on est parti sur une solution comme ça. Du coup, on a toujours un front qui est développé en Angular. Cette fois-ci, le grand classique. Angular, c'est un site web statique, donc hébergé dans Amazon S3. Plus de serveurs Apache HTTP. Le back, il est déjà dans du Docker. C'était le plus simple à migrer. Il suffit de le déplacer dans les Fargate pour le déployer dans AWS. Là où on s'est posé plus de questions, parce que là ici, c'est quand même qu'au niveau code applicatif, on est loin de rework à faire, que ce soit le plus simple à migrer. La question, ça a été la base de données. Arnaud tout à l'heure que ça faisait un gros container pour faire tout SQL Server. Et effectivement, au final, c'est une application pas hyper complexe, qui n'a pas un modèle de données très compliqué. On n'utilisait pas de procédure stockée, on utilisait de spécificité SQL Server. Et notre back en Smooth nous fournit une couche d'abstraction nécessaire pour ne pas associer vraiment de la base de données qui est en dessous. Et il n'y a pas de requête custo dans le code. Du coup, on s'est demandé est-ce qu'on garde des serveurs ou est-ce qu'on bascule vers choses un petit peu plus modernes. Comme vous voulez expérimenter, on s'est tourné vers Amazon
aura serverless dans sa version PostgreSQL. Du coup, je déroule de la même façon, je vais montrer les composants logiciels, le matériel. Donc, sans surprise, sur le matériel, on a la même taille, il n'y a pas de matériel, on n'a plus de serveur. Donc là, on a exactement la chose. On a deux compos supplémentaires qui interviennent, qu'il faut administrer. Là où ça se complique un petit peu, c'est quand on veut accéder à notre application depuis Internet. Je vous en ai parlé, on a mis un CloudFront devant S3 pour bénéficier de toutes les fonctionnalités fournies par un CDN, donc la mise en cache au plus près des utilisateurs, des choses comme ça, la couche de protection que peut fournir CloudFront sur des attaques de service, ce genre de choses. Pour rentrer chez nous, il fallait remplacer la couche F5 Active Directory pour faire de l'authentification. Donc on s'est tourné vers Amazon Cognito. Et Amazon Cognito, il y a deux façons de faire. Soit on utilise l'utilisateur à Amazon Cognito, user qu'on va créer, soit on utilise un provider externe et on fait une fédération d'identité. Chez nous, en gros, on utilise Google Workspace pour tout ce qui est boutique. Du coup, on a eu cette option, c'est de s'intégrer avec Google Provider externe d'identité. Donc ici, quand il y a quelqu'un qui arrive sur l'application avec son mobile professionnel, c'est transparent, c'est-à-dire qu'on arrive, on est redirigé vers le site. Le site ici, on a du coup la mécanique connexion et de validation d'identité auprès de Cognito. Mais quand on arrive avec notre mobile, on est déjà logué, on a des mobiles sous Android et chez les Hongros, tout le monde a un compte professionnel Google. Donc en fait, c'est complètement transparent. On fait du SEO et on est logué dans la session. Si on arrive en connexion privée, par exemple, dans ce cas-là, on a simplement l'authentification Google qui s'ouvre, notre compte Google Léon Gros, et on est logué dans l'application. Deuxième point dont je vous ai parlé, c'est identifier les appels des API. Donc notre API, elle tourne maintenant dans dans ECS Fargate. Et donc, il faut qu'elle soit accessible par n'importe qui, qu'elle soit légitime. Donc, on arrive, on se connecte au niveau de l'application. Cognito nous renvoie un token valide. Ce token, on le passe dans le header d'authentification vers nos requêtes, vers AWS Fargate, et on l'a mis derrière la pièce web qui, elle, vérifie que le token qui est passé est bien valide dans le user pool AWS Amazon Cognito. Ça, c'est une vue simplifiée de l'application. Il y a beaucoup plus de composants qui interviennent. Il y a de load balancer ici. Je l'ai pas présenté. Il y a du CloudWatch pour monitorer tout ça. Il y a du Secret Manager pour gérer les accès à la base de données. Je pourrais vous montrer le schéma un petit peu plus complet si ça vous intéresse. Voilà, pour rester sur quelque chose d'à peu près équivalent à ce qu'on faisait avant, je vais sur cette vue simple. Du coup, une petite vue avant-après. Du coup, on retrouve ce qui saute aux yeux, moi, quand je me suis posé les questions qu'on y a gagné, c'est déjà la première chose. C'est nous, au dev, j'étais dans le dev quand je m'occupais, déjà plus la gestion serveur à faire. Donc, on n'utilise que des services managés AWS. On peut sauter toute cette exploitation. La deuxième, c'est que la couche réseau, elle est beaucoup plus simple. Ici, on a trois VLC, on a tout dans un seul PC. Juste la base de données Fargate. Le reste, c'est des services managés où il n'y a pas besoin de gérer toute la couche réseau, toute la couche network. Voilà. Sur la partie base de données également, beaucoup plus de simplicité à utiliser Postgre que SQL Server. On a configuré pour faire le lien avec l'intro les définitions que je connais. Ici sur Aura Serverless, on a configuré, c'est ce que permet Aura Serverless, on a configuré la base pour qu'elle ait au bout de 30 minutes d'inactivité. Donc la base, c'est une application à utiliser pour 100 toute la journée. Tous les chantiers ne possèdent pas l'application.
application, il faut avoir fait un petit peu spécifique métier pour qu'il y ait l'application soit utilisée sur ces chantiers. Et donc, régulièrement, la base, elle dort et ça me permet d'économiser sur la Pitway, sur Cloud, sur Cognito, tout c'est du paiement à l'usage. Donc, on se rattache au service. Le seul qui n'est pas tout à fait la définition que je vais donner, c'est AWS Fargate, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Du coup, j'en ai pas mal parlé à pas de déploiement sans IAC, clairement. Donc, on a exploré ici sur ce sujet-là. On est parti de gauche, chez Ross. On avait un serveur auto-hébergé, qui s'appelle Gogs pour ceux qui connaissent, et faisait du déploiement automatisé avec du Jenkins. Pour cette option-là, on s'est tourné vers les services AWS, tous les services code, donc code commit pour le repository, pipeline pour l'orchestration des déploiements, code build pour construire le site web ou notre image Docker, et code deploy pour aller pousser notre front dans le bucket 3 ou notre image Docker dans SCR, qu'elles sont ensuite utilisées par Fargate. Tout ça, on l'a combiné avec AWS CDK. Alors, je pense que tout le monde est familier d'AWS CDK, mais en quelques mots, CDK, c'est Cloud Development Kit. Donc, c'est permet d'utiliser des langages haut niveau pour générer des scripts CloudFormation. On peut coder dans plusieurs langages, notamment Java. Ce qui nous allait bien, en gros, c'est la version choisie, puisqu'on développe tous nos bacs là, et donc, voilà. Nature, c'est le dev qui apporte tout ça, donc tourner vers un langage maîtrisé. Petite remarque là-dessus, AWS CDK version Java, c'est pas la version la plus populaire, on va dire. Si vous avez l'occasion d'utiliser plus la version peut-être TypeScript, elle est beaucoup plus documentée, on trouve beaucoup plus d'aide sur Internet, on a un petit peu galéré sur 2-3 choses. Donc avec AWS CDK, on a déployé tout ce que je vous montrais auparavant. Donc tout ça, ça a été déployé. On a 3 environnements, on a le dev, une recette et une production. Donc on a déployé, c'était une révolution pour nous, de déployer de façon complète standard nos environnements avec simplement du paramétrage qui change. Et on a déployé aussi, et là, par rapport à Jenkins où on écrivait le pipeline à la main, on a déployé tout ça. On construit avec CDK. On s'est retrouvé avec une pipeline de déploiement qui déployait toute notre infra, toute la code qui allait recevoir nos applications, et donc écrite en SCA, et des pipelines de déploiement qui allaient poser le site web et l'image Docker là où il faut. On est même allé jusqu'au bout, et quand on déployait le site web back, on vient systématiquement poser un appel à la pipeline de déploiement de l'IAC pour vérifier qu'elle était toujours conforme à ce qu'elle devait être avant qu'on déploie notre action qui n'est pas une modif par la console, par exemple. Donc ça, c'est la version 1. C'est la version 1 qu'on a utilisée parce que on s'est voilà, on est sur une expérimentation, et puis après, il y a eu un projet un peu plus global de mission dans le cloud quelques mois plus tard. Du coup, on a beaucoup changé. On a abandonné tout ce qui est code étoile, et avec un certain plaisir, il faut bien le dire. C'est très rudimentaire, c'est très basique, fait le taf, hein, mais comparé à la puissance d'un outil comme du Git par exemple, ou du GitHub Actions, ça fait pas le poids pour le moment en tout cas. Et puis sur la partie IAC, il y a eu une décision d'entreprise de basculer sur du Terraform et de ne utiliser CK. Donc ça, c'est actuellement on utilise pour déployer nos applications. On a actuellement, depuis qu'on l'a migré, donc au cours 2021, on a de nouvelles applications ont été déployées exactement sur le même schéma, exactement les mêmes posants, donc avec beaucoup de reuse de toute la partie IAC. On est plutôt satisfait parce que ça nous fait vraiment gagner du temps en termes de déploiement. C'est simple à installer. Donc voilà, on est plutôt satisfait d'avoir pu mettre ça en place.
Et du coup, pour aller un peu plus loin, là, ce qu'on est en train de se rendre compte de cette architecture, elle est quand même assez modulaire. Elle nous permet de rajouter des services de façon assez simple, et notamment sur différentes applications. On commence à trouver à gérer du contenu multimédia, donc c'est des photos, éventuellement des vidéos, des PDF, etc. Et c'est des choses qui n'ont rien à faire dans une base de données relationnelle. Et on est en train de les déployer et de les stocker dans un bucket S3 qui va les gérer. Et pour faire ça, on commence à rajouter dans notre A, on commence à rajouter Lambda qui s'en charge de pousser sur le bucket S3 et de récupérer une URL ici pour les publier de front. Ça se fait hyper simplement. Tout ça, c'est masqué pour les développeurs. C'est masqué derrière la gateway. Le front, il demande l'API 1, il est ici, il demande l'API 2, il demande l'API 3, et là, il s'en fiche. Oui, c'est la même chose. À recours, on y va ajouter des services supplémentaires, on gagne en rapidité de développement de ce genre de fonctionnalité. Et la deuxième chose, je vous disais tout à l'heure que le seul composant qui n'était pas vraiment servi, c'était Fargate. Fargate, même n'est pas sollicité, il tourne. Il y a une réservation de capacité qui est faite, et donc on paye quand il n'est pas utilisé. Du coup, l'étape d'après, on commence à regarder, c'est de se dire, en fait, on a un bac monolithique qui tombe dans Fargate, et l'étape d'après, c'est de basculer du microservice, et là on se rattache à ce que je disais au début, c'est qu'effectivement, on ne peut pas parler de Monaps sans avoir une approche microservice. On commence à le faire avec le contenu supplémentaire, et en fondant notre bac, en découpant en services, et on va passer notre monolithe Fargate, passer de Fargate et basculer uniquement des lambda. Ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on est petit, on a une petite force de frappe au niveau de la DSI et de l'équipe de dev. En fait, avec cette architecture-là, ça nous permet de le faire de façon assez tranquille, dans le sens où on peut router un service ici et router vers une lambda, faire petit à petit. On n'est pas capable d'un coup de dire ça refont tout, on le fait en mois, on n'a pas la force pour le faire. Donc voilà. Donc, petit à petit, on sort des fonctionnalités qu'on peut mettre. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pourquoi cette remontée sur Terraform et avoir du coup le CDK? C'est la question qui tue, sans vouloir lancer le bas. Pour l'agnosticité de Terraform, la pseudo-agnosticité. Disons que quand on fait du Terraform, c'est ce qui est mis en avant, on est indépendant du cloud provider. Pas vrai. La première chose qu'on fait, c'est déclarer le provider utilisé, puis on utilise AWS, tout ce qu'on déploie. Mais en tout cas, la raison qui est retenue, c'est que on ne va pas réutiliser le code à 100%, et on aura un langage au moins qu'on pourra réutiliser. C'est ça qui a été le choix. C'est vrai, mais à l'époque, c'était pas assez mûr. Ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, effectivement. Oui. À titre perso, j'aurais préféré, bien du monde du dev, j'aurais préféré rester sur CDK Java. C'est plus confortable, ne serait-ce que déployer des environnements, c'est mieux. Par rapport au Aura Serverless et au Lambda, vous utilisez la data IP ou vous utilisez ou vous connectez directement en JDBC à la base? Alors, c'est la question qui n'en est pas là encore. C'est ce qu'on veut faire. Du coup, je sais pas. On n'est pas encore assez loin. Ça, c'est l'ambition qu'on veut. Enfin, c'est ce vers quoi on veut tendre, et on se dit qu'on peut y tendre facilement, mais on n'est pas encore dans cette partie-là. Pour l'exploitant des données, pour faire de l'account, quand vous avez migré, vous partie d'on-prem pour aller sur account, c'est ça? Enfin, sur un AWS. L'exploitation des données en aval, comment est-ce que vous faites, si vous le faites?
Je vais formuler la question. Dans ce cas-là, c'est l'exploitation et toutes les capis d'application que ça apporte. L'exploitation donnée, peut-être où? Du coup, on utilise pour tous les reporting, chez en gros, on utilise Sense. Et du coup, on récupère les données, on les récupère en appelant l'API ici. On se connecte. Voilà, donc Je voulais savoir, au niveau Terraform, du coup, vous êtes monté, notamment vous gérez compte route en Terraform. Quel moment vous rentrez dans Terraform? Est-ce que vous avez mis des identifiants sur un Terraform Cloud? Alors, non, on gère pas tout avec Terraform. Pas le contrôle, pas géré en Terraform, mais on gère toute notre zone avec Terraform. Les nouveaux mondes sont créés à Terraform, mais on n'est pas allé jusqu'à la création de comptes AWS avec Terraform, les comptes utilisateurs. Ouais, est-ce qu'il y a un AWS organisé? Pas encore, c'est bientôt l'objet de ce sur quoi bientôt travailler. Juste si on prend un petit peu de recul par rapport à tout ce qui est organisation, la migration, les équipes, au niveau aussi du staff, etc. Ça a pris combien de temps? Comment c'est perçu aussi? Comment ça a été géré? Voilà. Alors, au niveau de l'équipe, on a eu, je le disais en introduction, on s'est fait aider par Ixio. Donc, il y a eu un consultant dédié à Edifixio qui produit la majeure partie du code au niveau de l'IAC. Épaulé par un technicien de leur de société qui est peut-être à 5e la durée du projet but, puis après qui a disparu progressivement quand il y avait des points précis. Le projet a duré 1 an et demi, le projet de migration, plus les questions aussi de bande passante chez nous. Je veux dire, on est une petite équipe. On n'avait pas forcément, on ne peut pas être time dans notre équipe sur un projet comme ça. Donc le facteur limitant était aussi notre bande passante. Ça c'est pour la partie externe. En interne, une seule personne, donc à peu près 30% sont sur les 2 mois et demi pour travailler en binôme avec le prestataire qui a réalisé ça. Globalement, ça a été, je pense, plutôt bien accueilli. Il y a eu au début un petit peu de crainte. Comment je fais pour guider, comment je fais pour traiter mon bac. Là, j'ai l'habitude, je me connecte sur mon serveur, je vais regarder les logs, là, comment on trouve ça. Voilà, il y a l'accès console, il y a des plugins dans l'IDE qui permettent de consulter les logs Clutch avec AWS Kit par exemple. Donc là, il a fallu faire de l'accompagnement et pas mal pré-marcher le temps au reste de l'équipe de dev pour les emmener et en fait les aider à tiller en quelque sorte et leur montrer comment ce qu'ils faisaient avant. Donc on a eu une petite phase d'accompagnement de ce type. Comment s'est fait la migration du serveur vers Aurora Postgre, donc changement de mode pour les devs, l'accompagnement qui est fait ou comment ça s'est passé à ce niveau-là, pour la partie Ops, ou en tout cas ceux qui font le run, même si on n'a pas de serveur et qu'il y a une maintenance moindre, mais toujours comment ça s'est passé pour les changements de moteur, comment ça a été accueilli, et après le retour d'expérience Aurora Server, c'est là-dessus. Alors, l'organisation chez nous est un petit peu particulière sur ce genre d'application où c'est piloté par le type de développement. Même l'exploitation de la base de données est à la charge de l'équipe de développement. Du coup, c'est nous qui nous sommes occupés de la migration et c'est nous qui avons vécu ça comme une charge de moins, de ne plus avoir à gérer l'exploitation de la base de données. Vous êtes très Java, le Spring Boot, les DK en Java. J'étais curieux, les
lambda aussi en Java? Et si oui, est-ce que vous avez regardé pour le VM, pour le Start qui est en Java, il faut un peu long? Alors, on est complètement mûr sur les lambda, clairement. Première là qu'on fait, plutôt les premières qu'on fait, on a fait plutôt des là, des cotes, par exemple, pour arrêter des E2, des choses comme ça dans le projet global. Et au final, ça, c'est pas la partie dev qu'on est occupé, c'est plus la partie, donc on s'est tourné plus du Python. Ça, c'est lambda, quoi, ici, là, qui se met sur couche, ceux qui vont servir pour le upload vers du S3, on les voit comme lambda qui vont offrir un service supplémentaire à toutes les applications. Et on est en train de chercher un peu sur l'organisation, de mettre en place, c'est qui la charge, qui les développe. Est-ce que l'équipe développement est consommatrice de ces services qui seraient poussés par exemple par plutôt l'infra, ou parce qu'on est petit, il faut prendre les compétences de développement là où elles existent, c'est plutôt l'équipe de dev qui va faire, et ça peut effectivement conditionner le langage. Mais du coup, on est plutôt petit pour l'instant, celle qu'on a faite sur du Python. Donc le problème de Cold Start, qui vont venir certainement ici, parce que là, clairement, la ronde du bac, ce sera les deux devs. On y est confronté, on sait que ça existe, mais clairement, on n'a pas encore le sujet. Pour la partie GitLab, vous êtes allé sur du GitLab managé ou vous l'avez fait en auto-hébergé sur vos serveurs à vous? On est parti en manager. La gestion du serveur GitLab qu'on a, c'était voilà. C'était un peu pas terrible. Voilà. Ça en fait, c'est fait aussi au niveau de l'équipe de dev qui était très petite. Du coup, en fait, on s'est fait sauter toutes ces contraintes-là, pas autant qu'on le pouvait, pour se concentrer sur faire du applicatif, quoi. Voilà. Clairement. Et du coup, vous n'avez pas testé, j'imagine, sur la partie free tiers, chaque entreprise réussissent à dessus. Non. Non, on fait que quelques workloads, on y reste assez faiblement, mais dès qu'on met complètement, c'est possible. On se révite du free tier. Je pense qu'on peut l'applaudir encore une fois. Et on peut applaudir Sifé, qui nous a fait un témoignage aussi en partie. Merci à tous, merci côté tout. On vous revenez vite là pour le prochain. Ça sera sûrement l'année prochaine, puisqu'il y a une vente entre temps et le tour du club à Lyon. Mais en tout cas, merci beaucoup, merci à tous. C'était un meet-up fabuleux dans tous les du terme. Maintenant, j'invite à venir beaucoup, à rafraîchir un peu la gorge et manger des plats. Il y en a à volonté tous les goûts. Merci.